La loge postérieure de jambe est une loge développée. Elle est occupée par des muscles qui s'organisent en deux plans. Un plan superficiel qui donne le volume de la jambe, communément appelé le mollet. Le muscle superficiel est un complexe musculaire qui se résume en triceps sural. Dans la loge profonde se distribuent les muscles long fléchisseur des orteils, long fléchisseur de l'hallux et entre les deux, tibial postérieur. Les muscles de la loge postérieure de jambe sont les muscles dits fléchisseurs plantaires. C'est ceux qui donnent l'extension au pied. Ils sont constitués d'un vaste muscle. Ce vaste muscle, c'est l'ensemble musculaire que l'on appelle triceps sural. Ce muscle triceps sural est en fait constitué de plusieurs chefs. Un chef très superficiel, constitué par le muscle gastrocnémien, qui lui-même a deux chefs, un chef latéral et un chef médial. Ces deux chefs s'insèrent très haut en arrière des condyles du fémur. Ils se situent ainsi par leur insertion au-dessus du pli de flexion du genou. Et leur corps musculaire est essentiellement développé dans leur partie proximale, puisque cette partie proximale est constituée de fibres s'insérant sur une aponévrose proximale superficielle et se terminant sur une aponévrose, cette fois-ci profonde, distale. Ces fibres sont ainsi relativement courtes pour la plupart. C'est ce que l'on peut voir sur cette préparation. Voici par exemple certaines fibres musculaires du muscle gastrocnémien latéral. Vous voyez que ces fibres sont beaucoup plus courtes que ce qu'on l'imagine habituellement. Il en est de même des fibres du chef médial du muscle gastrocnémien, que ce soit en proximal ou que ce soit en distal. L'étude de ce muscle, les études histochimiques montrent que les jonctions neuromusculaires, compte tenu de sa structure complexe, se situent essentiellement pour le muscle gastrocnémien latéral, haute située pour le muscle gastrocnémien médial, chef médial, plus basse située. C'est pourquoi les injections musculaires s'effectuent avec un repérage des condyles, puis du tendon calcanéen distal, et l'infiltration se fait pour le gastrocnémien médial, pour le gastrocnémien latéral, très proche de la jonction au niveau du genou, matérialisée par son pli de flexion. Le muscle gastrocnémien peut être désolidarisé du muscle soléaire, cette fois, qui est l'autre composante du muscle triceps sural. Ce muscle soléaire est lui aussi extrêmement développé. Voici son insertion proximale sur une arche, l'arcade du muscle soléaire, et ce muscle est lui-même composé de deux portions. Une portion dorsale, la plus volumineuse, et une portion ventrale qui prend l'allure d'un muscle péniforme. C'est la portion dorsale la plus développée. Là encore, les fibres musculaires s'insèrent d'une aponévrose profonde, ancrée sur la face postérieure de la fibula à l'extérieur et de la face profonde postérieure du tibia médialement. Ces fibres, comme on peut le voir ici, sont aussi très courtes et adoptent une obliquité qui, en fait, s'horizontalise au fur et à mesure que l'on descend se rapprocher de la tubérosité calcanéenne sur lequel s'insère son tendon. Et donc c'est un vaste muscle qui bénéficiera, lui, d'infiltration pareille pour pouvoir essayer de cibler le maximum de jonctions neuromusculaires, l'une par voie latérale,
l'autre paroi médiale où il est le plus développé pour, en retirant l'aiguille, larguer de la toxine botulinique à différents endroits, souhaitant en fait envahir le maximum de jonctions neuromusculaires, puisque ces jonctions, si elles sont organisées en fonction de la structure du muscle, sont néanmoins dispersées sur toute l'épaisseur du muscle. Classiquement, au-delà de cette technique d'injection, il est aussi aisé, pour débuter, d'injecter directement sur le plus grand nombre de jonctions neuromusculaires en traversant le muscle gastrocnémien latéral, puis en se retrouvant dans le muscle soléaire, portion dorsale dans la partie haute, latéralement, puis de la même façon, en adoptant la même technique médialement pour aller infiltrer le maximum de jonctions. Il est possible également de faire un point inférieur pour aussi cibler latéralement et médialement le plus grand nombre de jonctions musculaires. La loge profonde de la loge postérieure est la loge des fléchisseurs des orteils. Deux muscles fléchisseurs des orteils. Un qui est sur le bord médial est le muscle fléchisseur commun des orteils, c'est le long fléchisseur des orteils qui, en fait, permet la flexion des 5e, 4e, 3e et 2e orteils. Ce muscle doit être injecté fréquemment. Pour son injection, la voie d'abord facile est une injection depuis la face postéromédiale du tibia dans sa partie supérieure, 2/3 supérieure. Et en fait, ce muscle est injecté dans sa partie haute. Dans sa partie basse, elle peut être aussi injectée compte tenu de l'orientation de ses fibres pour cibler le maximum de jonctions neuromusculaires. Cela se fait sous électrostimulation afin de cibler parfaitement ce muscle et son corps musculaire qui, vous le voyez, est peu épais. Le deuxième muscle est le long fléchisseur de l'hallux. C'est un muscle qui est, comme vous le voyez, extrêmement volumineux, compte tenu de la nécessité de puissance de ce muscle, puisqu'il va intervenir pour le pas postérieur et pour propulser le membre inférieur lors du dernier temps de la marche. Son corps musculaire est situé latéralement cette fois. Son développement se fait plutôt sur la face inférieure. Pour infiltrer ce muscle, au-dessus de la malléole latérale, il convient de transfixier les muscles fibulaires dans leur partie basse, puis, très rapidement, l'aiguille se place dans le muscle long fléchisseur de l'hallux. Le muscle tibial postérieur est le plus profondément situé dans la loge. Il se situe profondément au muscle précédent, long fléchisseur des orteils, long fléchisseur de l'hallux. Ce muscle se développe entre, en dedans, le tibia et en dehors, la fibula. C'est un vaste corps musculaire qui, lui aussi, peut être ciblé après avoir transfixié le muscle long fléchisseur des orteils. En poussant l'aiguille, il est atteint pour son injection par de la toxine botulinique. Ceci à deux niveaux, un niveau supérieur, comme pour le long fléchisseur des orteils, et à un niveau inférieur, puisque ce muscle a une composante effectivement difficile. L'os du péroné étant plus postérieur que le tibia, en injectant latéralement, on va buter sur le bord médial du péroné et en reculant, on est certain d'être dans le muscle. Dans certains cas plus difficiles, il est possible d'atteindre le muscle tibial postérieur en perforant le muscle tibial antérieur, se trouvant entre les deux os, et donc en fait, on est entre ces deux os, directement à la face profonde
de la loge postérieure, donc dans le muscle tibial postérieur. Il est possible de réaliser différents types de blocs du nerf tibial postérieur. Soit un bloc tronculaire. Le bloc tronculaire se réalise en injectant le nerf tibial postérieur dans la partie supérieure de la face postérieure du genou avant la division du nerf en ses branches au nerf gastrocnémien médial et nerf gastromédien latéral. Le bloc tibial postérieur étant un bloc complet à la fois sur les muscles intrinsèques et sur les muscles extrinsèques. On peut réaliser des blocs sélectifs. Le bloc sélectif se réalise à la partie inférieure du pli du genou. On remarque au niveau de la dissection que dans cette partie basse du losange, du creux poplité, on remarque bien la branche du nerf gastrocnémien médial, dissociée, la branche du nerf gastrocmédien latéral et la branche du nerf solaire supérieur qui lui-même va se diviser en deux branches. Puis on repère le nerf tibial postérieur en dessous de ces branches qui donne notamment la branche pour le nerf du muscle tibial postérieur qui naît latéralement sur le bord antéro-externe. Il est donc possible de faire éventuellement des blocs sélectifs, le repère étant l'extrémité supérieure du péroné. On prend l'horizontale et on remarque au niveau de l'horizontale que si on pique de façon médiane, on va tomber d'abord sur le nerf solaire supérieur. Si on veut faire un bloc du nerf gastrocnémien médial, il faut retirer l'aiguille, l'horizontaliser. C'est superficiel sous la peau, juste à la partie antérieure, l'extrémité supérieure du muscle. Pour réaliser le bloc du gastrocnémien latéral, on horizontalise l'aiguille latéralement sous l'extrémité supérieure du muscle. Si on veut réaliser un bloc du nerf tibial postérieur, on peut le réaliser, mais on remarque que la division étant une division basse, là où on va injecter environ 2 cm sous l'horizontale de la tête du péroné, le nerf tibial postérieur reste très proche du reste du nerf, et donc le bloc à cet endroit risque de réaliser un bloc complet, en particulier en dormant en même temps les fléchisseurs des orteils. Quand on veut réaliser un bloc sélectif du nerf tibial postérieur concernant uniquement les muscles intrinsèques, il est possible de réaliser un bloc en étant sus-malléolaire interne. On pique au-dessus de la malléole interne, en arrière du muscle et du tendon du muscle tibial postérieur que l'on palpe, l'espace étant entre le muscle et le tendon du tibial postérieur et le tendon d'Achille. Cet espace correspond à la localisation du paquet tibial postérieur. Quand il existe une rétraction isolée de la lame des gastrocnémiens, on peut réaliser un allongement sélectif des gastrocnémiens sans l'allonger le tendon d'Achille. Pour ce faire, il suffit de dissocier la lame des gastrocnémiens comme ceci, en portant, si on le veut, l'aponévrose du solaire qui colle à l'aponévrose des gastrocnémiens, et la mise en flexion antérieure du pied, flexion dorsale, entraîne un glissement des deux aponévroses des gastrocnémiens, permettant de garder le continuum du muscle solaire, l'allongement n'ayant concerné que les gastrocnémiens. À partir du moment où on a respecté le contact avec l'aponévrose du muscle solaire, il n'est pas nécessaire de faire des sutures tendineuses, il se passe spontanément un auto-réglage. S'il y avait une composante d'une légère rétraction du muscle solaire, on peut associer au geste un geste également de ténotomie de l'aponévrose du solaire, permettant en tirant de gagner également quelques centimètres sur le muscle solaire.
Dans un certain nombre de cas, on peut être amené à faire des transferts musculaires. L'objectif du transfert musculaire, c'est de suppléer des muscles paralytiques, en sachant que chez les personnes qui ont des lésions centrales, les transferts ne marchent pas comme dans le cadre des lésions périphériques et qu'il faut transférer des muscles qui se co-contractent dans le mouvement recherché. L'exemple typique est le muscle tibial postérieur qui peut être varisant. Chez quelqu'un qui n'a pas de releveur du pied, on peut éventuellement transférer le muscle tibial postérieur en avant, qui consiste de faire une ténotomie distale. On libère le muscle de son insertion au niveau de la cloison intermusculaire, puis le muscle peut être passé en avant, revenant ainsi à la face antérieure, et on peut ensuite le suturer au muscle tibial antérieur pour lui donner un effet releveur. Ces principes de transfert pouvant se faire au pied et essentiellement à la main.